Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez et que vous avez une image. Donc, est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe, si quelqu'un peut écrire, si vous recevez bien? Eh bien, c'est parfait, je vous en remercie. Alors, contrairement à l'usage, là, finalement, ces séquences de TD, le numéro 3, finalement, j'ai préféré prendre mes vacances, les dernières vacances, pour remettre d'aplomb un petit tableau qu'on ne finira pas, hein, bien sûr, et surtout, ne prenez pas ça comme un poids académique, hein, c'est vraiment pas ça. Prenez ça comme une promenade, notamment à cette heure-là. Et simplement pour montrer un petit peu les concepts dont je vous ai parlé pendant les parties conférences et là où je me suis étendu un petit peu sur les TD, pour montrer vers quoi ça se dirige. Donc prenez ça comme une curiosité, sachant que j'irai jamais vous poser des questions quantitatives par rapport à ça lorsqu'on aura l'évaluation. Ce ne sont que des choses complètement qualitatives, mais qui permettent de voir un petit peu vers quoi tout cela peut aboutir. Voilà. Donc, ce deuxième tableau reprend en image ce que j'ai écrit dans le livre philanthropique en essayant d'en simplifier les éléments parce que je reconnais que ce n'est pas systématiquement aisé de rentrer dans le domaine. Voilà. Donc, dans un premier. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Déjà, je vais mettre le pointeur. Voilà. En principe, ça doit pouvoir pointer. Voilà. Donc, très rapidement, ce qu'on va voir, là ici je saute ça très vite, voilà. Donc, dans cette petite affaire-là, je vais rappeler quelques petites choses sur les couples intensité-extensité conjugués vis-à-vis des énergies. Et on va regarder ce qui se passe dans le cas d'un dispositif qu'on va appeler un moteur. Et ce moteur, si je l'appelle grave, il va fonctionner par gravité. On va y revenir. On regardera ensuite ce qu'il en est d'un moteur électrique idéal pour arriver à ce que les thermodynamiciens vont appeler moteur thermique. Et là encore, nous, on va le considérer sous l'angle de la pleine réversibilité pour voir ce que l'on peut attendre d'un système qui serait complètement idéal. Ensuite, à partir de cette vision sur des moteurs, eh bien, on arrivera à comprendre d'une façon peut-être un petit peu différente des ouvrages de thermodynamique ce que l'on entend par rendement de Carnot. Il faut reconnaître que dans la thermodynamique présentée comme elle est en France depuis une centaine d'années, ce n'est pas toujours évident de comprendre ce qu'on entend par rendement de Carnot. Ben là, je vais vous en donner une image qui est tout à fait inhabituelle. On reprendra bien sûr cette entropie qui est la grandeur extensive conjuguée par rapport à la température en tant que couple de grandeur conjugué vis-à-vis des énergies, pour ensuite regarder ce qui se passe quand les thermodynamiciens parlent de cycles. Eh bien, quelque part, les cycles, on a intérêt à les enchaîner les uns derrière les autres et avoir une infinité de microcycles pour finalement obtenir ce qu'on entend un flux continu, qui est beaucoup plus intéressant dans la réalité du fonctionnement des moteurs, quels qu'en soient les domaines énergétiques. Ensuite, on verra que dans la mesure où on travaille sur des concepts de réversibilité, un moteur peut devenir un récepteur et vice-versa, sans qu'il y ait de chaleur générée. Ensuite, on regardera ce qu'est un récepteur thermique idéal, que l'on entend finalement, le terme adopté, c'est une pompe à chaleur idéale, une pompe à chaleur parfaite. Évidemment, quand les choses sont parfaites, on finit par se demander qu'est-ce qui se passe quand elles sont imparfaites. C'est ce qui nous permettra de définir ce qu'on appellera un rendement exergique. On verra qu'une situation réelle peut toujours être vue comme la superposition d'une situation idéale et d'une situation 100% dégradée. En faisant un joli mixage, on arrive à la réalité. On verra, enfin, si on arrive jusque-là, que la grandeur entropie, justement, se distingue des autres grandeurs extensives, comme en mécanique, par exemple, la masse pour les moteurs par gravité, comme en électricité la charge pour toutes les grandeurs électriques. Eh bien, par contre, l'entropie, finalement, est différente parce qu'elle n'est pas conservative. On verra ce qui se passe sur l'examen d'un cycle pour finalement énoncer les principes essentiels de la thermodynamique. Bon, si on y arrive, et puis si on n'y arrive pas, c'est pas grave, eh bien, on parlera de rendement exergique et éventuellement, je vous présenterai ce théorème de Guisto-Della. Alors, le tableau que je vous mets dans les mains aujourd'hui, je l'ai mis disponible sur le répertoire, là où il y avait déjà le premier tableau. Il est surtout corrigé parce que j'avais fait pas mal de petites coquilles, et là, j'ai mis un petit temps tout à l'heure pour le recharger à nouveau
l'exporter pour éviter la plupart des coquilles qui se trimbalaient quand j'avais fait ça dimanche. Donc, pour l'instant, on va commencer relativement simplement avec un exemple sur le cas d'un barrage hydroélectrique. Donc là, ici, on a une jolie description d'un barrage tout à fait classique, mais je vous rappelle simplement que on entendra toujours dans un domaine énergétique donné, on pourra toujours avoir un échange énergétique traduit par le produit d'une grandeur intensive par une grandeur extensive. J'avais de manière finalement étendue insisté là-dessus. On parle ici de grandeur conjuguée par rapport à l'énergie, et dans l'exemple fondamental de base, où j'avais considéré l'énergie potentielle de Joule comme étant, par exemple, en termes de travail sur une certaine hauteur, eh bien, le produit du poids, qui est le produit de la masse par la constante de pesanteur, 9,81 mètres par seconde au carré sur Terre, multiplié par une hauteur si on doit élever une masse, eh bien, c'est ce qui constitue l'énergie. Il se trouve que le produit GH, c'est la grandeur intensive et la masse, finalement, est la grandeur extensive quand on fait le produit de ces deux grandeurs associées à une énergie. Si on regarde pour ce barrage, alors on a tout un tas de quantités qui ne servent à rien. La seule chose qui compte, c'est le dénivelé entre les deux biefs, entre le haut et le bas. Il y a en gros 80 mètres disponibles et on a une capacité en gros de 270 millions de mètres cubes, sachant que le mètre cube pèse une tonne d'eau. On peut calculer assez facilement ce qu'il en est comme énergie contenue là-dedans. Si on fait le calcul, on trouve 213 terajoules. Bon, comme ce n'est pas un ordre de grandeur auquel on est habitué, on se dit c'est très grand, d'accord, ok. Bon, pour l'instant, on ne s'arrête pas à ça, mais on reprend cette vision-là sous une forme beaucoup plus général parce que je vais revenir dessus sur ce barrage, hein, mais quand on regarde pour divers problèmes énergétiques, je vous avais déjà présenté ce tableau. Donc celui qui nous intéresse pour l'instant, voilà, quand on a le potentiel newtonien qui est la hauteur entre les deux biefs que multiplie la constante de pesanteur, si on regarde quelle est la grandeur extensive associée à cette énergie de type mécanique gravitique, alors quand on fait le produit, on se retrouve avec une quantité en joules associée à une variation élémentaire d'énergie. C'est une petite masse dm qui a été trimballée entre les deux niveaux définis par la hauteur h. Si on regarde non plus une variation énergétique, mais si on regarde ce qui se passe par unité de temps quand on a un certain courant d'extensité, alors dans notre exemple, le courant de masse, ce sera la quantité de masse par unité de temps, qui est un débit massique, dm sur dt, alors le produit entre la grandeur intensive, force généralisée aussi au facteur de tension, par le courant d'extensité, nous donne une puissance associée aux transformations associées par la descente de cette quantité de flotte ici entre deux niveaux qui nous permet d'exploiter cette puissance associée au produit du courant d'extensité par la différence des grandeurs intensives associées donc au produit Hg, potentiel newtonien. Alors, je vous avais dit qu'on pouvait prendre chaque ligne du tableau et l'examiner d'une même manière, avec la singularité quand on travaille dans le domaine thermique, d'avoir pour grandeur extensive finalement pour la thermique, c'est l'entropie. Dans ce cas-là, on aura un courant d'entropie lorsque l'on devra regarder entre deux niveaux de température ce qui peut se passer pour un moteur ou un récepteur thermique. Et ce courant d'entropie, lui, va définir finalement, alors là, je n'ai pas bien, j'ai pas choisi la bonne lettre ici pour donner une puissance associée à une puissance thermique ici. Donc j'aurais dû choisir une lettre différente parce que c'est un travail thermique, si vous voulez. C'est pour ça que J, on le trouve souvent dans les lettres internationales, mais je l'ai gardé sur le plan international. J'aurais dû le changer pour vous. Il faudra que je modifie ça. Donc je reviens au barrage avec ici un dessin complètement symbolisé où on va avoir le bief élevé, le bief bas, et on va imaginer quelque chose qui ressemble à une démarche de thermodynamicien, à savoir que entre le niveau du haut et le niveau du bas, je fais circuler une boîte de conserve qui serait ultra légère. Cette boîte de conserve viendrait puiser de l'eau au niveau haut. On fait descendre la boîte de conserve au niveau bas et la descente en question nous procure la quantité d'énergie associée à l'énergie potentielle qu'il y a au produit finalement, le dm que multiplie GH entre les deux niveaux. Et en fait, quand la boîte arrive en bas, on vide son contenu. Alors, comment on aura exploité l'énergie? Éventuellement, on aurait pu, par exemple, la laisser chuter, récupérer l'énergie cinétique ou
finalement, à chaque fois qu'elle descend un petit peu à la manière du poids d'une horloge mécanique, où quand le poids descend, eh bien, on entretient le mouvement du balancier. Donc là, on ne dit pas de quelle manière on exploite la transformation entre le niveau haut et le niveau bas. On sait qu'elle existe, cette énergie potentielle, et quand elle existe, eh bien, à chaque fois qu'on descend une boîte de conserve qui était chargée d'eau, eh bien, elle nous a donné une certaine quantité d'énergie qui va se transformer dans un autre domaine. Alors, quand on a des barrages hydroélectriques, bah, finalement, la flotte, elle se transforme en faisant actionner une turbine finalement en énergie électrique. Mais ici, dans notre vision de boîte de conserve qui descend, eh bien, on peut très bien choisir de l'électricité, de la thermique, de la chimie, pourquoi pas, si c'est parce qu'entre la chimie et l'électricité, il y a un bief, il y a un passage. Et en fait, ce qu'il importe de voir, c'est que cette boîte chargée d'eau, elle descend, on la vide, et on la remonte vide. Elle pèse un poids infiniment nul. On la remonte vide pour recommencer à nouveau à se remplir, à la redescendre et à récupérer de l'énergie. Ce faisant, cette boîte de conserve, c'est un système, et ce système parcourt un cycle au sens thermodynamique, c'est-à-dire qu'il vient être au contact d'une source externe. Cette source externe lui confère une certaine quantité d'extensité. L'extensité est retransmise vers le bas, elle est retransmise de manière intégrale, en ce sens qu'il n'y a pas de disparition de la masse. La masse, qui finalement est la grandeur extensive, est une grandeur dite conservative parce qu'elle ne bouge pas dans le process. En même temps, au départ, il faut qu'il y ait de l'eau en haut. Quand il n'y a plus d'eau, ça veut dire que le barrage n'est pas exploitable. Et toute grandeur recueillie en haut doit, une fois arrivée en bas, être évacuée. Parce qu'on ne peut pas dire de faire un grand trou, mais quand le grand trou serait rempli, on ne pourrait rien sortir au niveau énergétique. Donc c'est quelque chose de très important de voir que cette petite boîte de conserve parcourt un cycle thermodynamique à chaque fois convoyant une certaine quantité d'énergie dans un autre domaine que le domaine mécanique de type newtonien. Alors, si au lieu de regarder ma boîte, je la fais une fois, deux fois, trois fois, dans ce cas-là, je regarde le nombre de trajectoires par unité de temps et j'ai donc un débit d'eau qui peut être associé à mon process. Donc on peut voir le process soit comme cyclique, c'est-à-dire que la boîte redescend, on la remonte, elle descend, on la remonte, ou ensuite on peut très bien la voir comme continue, on met même plusieurs boîtes les unes derrière les autres, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a inventé? Un tuyau qui de manière continue trimballe l'eau de haut en bas, et dans ce cas-là, on travaille les systèmes en continu au lieu de les travailler sous forme de cycle. Maintenant, examinons une façon complètement a priori arbitraire de regarder les choses. C'est que si je me fie à la grandeur facteur de tension GH, le bief le plus élevé GH1, finalement, enfin le biais le plus élevé à la hauteur H1, lui confère une quantité un facteur de tension que je peux appeler GH1, et si je multiplie par la masse, dans ce cas-là, j'ai un niveau énergétique associé au niveau haut. De la même manière, quand je suis arrivé au niveau bas, j'avais un niveau énergétique associé au produit H de G, donc le potentiel newtonien en grandeur H, que multiplie la quantité de masse dm. Si maintenant il nous vient à l'idée de regarder quelle est la valeur du travail recueilli quand on a fait la descente d'une boîte de conserve? Bien, c'est la différence H1GDM moins H2GDM. Et si on rapporte ça au niveau énergétique a priori disponible en hauteur, c'est-à-dire H1G fois DM, alors on peut simplifier, enfin on peut se mettre sous une expression 1 moins H2GDM sur H1GDM, et comme la masse se conserve, la masse étant la grandeur extensive ayant travaillé dans le système, eh bien, cette quantité qu'on appelle état, qui serait une forme de rendement, va trouver une signification sous la forme de 1 moins grandeur intensive au niveau 2 divisé par grandeur intensive au niveau 1. Qu'est-ce que ça peut signifier que cette démarche? Alors, en reprenant ce que je viens d'écrire ici, qu'est-ce que ça peut signifier? Eh bien, quand on regarde notre système, ça signifie qu'il existait quelque part, mais on ne l'a jamais noté, une référence H0, qui en fait serait le centre de la Terre, permettant de prendre compte d'une mesure pour définir ce qu'est H1 et ce qu'est H2. Ensuite, dans la définition que l'on s'est donnée sur un rendement état de cette manière-là, le niveau dit H1 sera choisi comme référence implicite puisqu'on le met au dénominateur et on compare le travail extrait dans un cycle par rapport à ce que l'on pouvait imaginer comme échange énergétique si on était passé du H1 à H0.
Donc en fait, donc le H0, grandeur qui serait explicite. Donc nous voilà avec notre définition comme ayant fait appel implicitement à une référence. Et ici, pour définir notre rendement, on a choisi le niveau le plus élevé comme étant celui de référence relative. Maintenant, c'est le fait qu'il y ait conservation de l'extensité de masse dans le process qui permet, dans l'écriture, de simplifier par dm et de la virer pour ne faire apparaître que les facteurs de tension au numérateur ici et au dénominateur avec la grandeur de facteur de tension le plus élevé. Si bien qu'on se retrouve avec une expression qui va pouvoir être comparable à ce qui se passe dans d'autres domaines énergétiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut relever de cette affaire-là? En fait, on définit notre rendement de conversion comme la quantité d'énergie convertie par le système qu'on considère comme étant un moteur parce qu'il est capable d'évacuer l'énergie pour aller dans un autre domaine énergétique, et on rapporte ça à l'énergie prélevée au niveau le plus élevé du domaine d'origine. Donc ici, on est dans le domaine mécanique gravitique. Alors si on regarde nos expressions, le fait est que lorsque les deux niveaux deviennent identiques, si H2 devient égal à H1, donc GH2 deviendra égal à GH1, dans ce cas-là, bien sûr, le rendement défini tel qu'il est tendra vers zéro. Si maintenant on a la chance d'avoir le bief le plus bas qui se rapproche du centre de la Terre, dans ce cas-là, on aurait un rendement qui tendrait vers 1. Donc ça peut paraître une démarche artificielle, mais quelque part, c'est quelque chose qui a un sens. Alors, si je regarde maintenant dans un autre domaine qui serait le domaine électrique, eh bien, quelque part, on peut avoir une approche sensiblement identique. Là, ce n'est plus une boîte de conserve, mais c'est des petits paquets de charges que l'on peut voir circuler dans le circuit. Des petits paquets représentatifs, si on les voit au cours du temps. Donc, si on les voit en flux continu, ça sera un courant électrique, donc un débit électrique, qui circulerait dans cette maille ici. Et le générateur noté par ses potentiels respectifs V1 le plus élevé et V2 le plus bas, en fait, demanderait à voir quelle serait une référence absolue notée 0, donc là j'y reviendrai ensuite, mais si on a le droit de faire ça, et on l'a, eh bien on se retrouve avec une conversion possible de l'électricité dans un autre domaine quelconque. Le plus souvent, quand on fait ça, c'est un moteur électrique qui va fournir de l'énergie mécanique en pratique, c'est ce qu'on rencontre. Hein. Mais en fait, à chaque fois qu'on a un petit paquet de charges qui circule, eh bien on a un travail qui va être transformé éventuellement en travail mécanique utilisable, et finalement, on est amené quand même à se poser le zéro de référence par rapport à ces deux potentiels. Il ne relève pas de l'évidence parce que c'est quand on étudie l'électrostatique, ce qu'on appelle la jauge de l'électrostatique, où on considère que les potentiels sont nuls lorsqu'on est à l'infini géométrique des charges électriques. Bon, donc en fait, quand on a le droit, et on a le droit de dire ça, dans ce cas-là, on a de nouveau quelque chose qui va se redéfinir comme étant la quantité de travail associée à un paquet de charges ayant traversé le circuit, rapporté à l'énergie qui serait constituée par l'évacuation considérée au potentiel le plus élevé, à savoir le produit du potentiel V1 que multiplie le paquet de charges que l'on a évacué. Dans ce cas-là, on a ce rendement tel que défini, qui se rapportera simplement vis-à-vis des potentiels V2 et de V1. Sur un plan plus général, en tant que facteur de tension X2 sur X1, eh bien, le rendement sera 1 moins facteur de tension X2 sur facteur de tension X1. Dans ce cas-là, je peux aller voir aussi, et pour essayer d'éclairer le sens qu'il y a derrière ça, eh bien, j'aurais défini mon potentiel V0 par rapport à des notions qu'on trouve en électrostatique et que je ne vais pas discuter ici. Le niveau O qui a été choisi pour pouvoir être pris comme référence relative, c'est le V1, c'est le potentiel le plus élevé. Dans ce cas-là, on regarde le travail divisé par l'énergie associée au potentiel le plus élevé. Et simplement, on fait attention à ce que l'extensité qui est ici la charge, on la voit là, on la voit là, on la voit là. Donc on peut la simplifier pour ne faire plus apparaître que les différences de potentiel, les tensions généralisées, si vous voulez, les facteurs de tension, du fait qu'il y a conservation de la charge. Dès lors qu'on a autant de charges qui rentrent dans le système qu'il en sort, on a conservation. Dans ce cas-là, on se retrouve avec un rendement sous la forme 1 moins facteur de tension au niveau le plus faible divisé par facteur de tension au niveau le plus élevé. Donc on a exactement la même écriture que ce qu'on avait vis-à-vis de la mécanique avec les mêmes remarques ici. Là encore, si on rapproche les deux facteurs de tension l'un de l'autre, le rendement tend vers zéro. Si on approche le facteur de tension le plus bas
de la référence absolue. Dans ce cas-là, le rendement tend vers 1. Bon, dans ce cas-là, ça signifie qu'on peut peut-être aller plus loin en allant regarder un autre domaine, à savoir le domaine de la thermique. Le domaine de la thermique va respecter exactement les mêmes histoires. C'est de la chaleur qui peut circuler en termes de quantité énergique en joules énergétiques. Donc Q1 est une chaleur qui va éventuellement passer dans un système. Ce système va être capable de transformer une partie du chaleur en travail pour ensuite rejeter une autre partie de la chaleur plus faible sur la source froide, et si tant est qu'il y ait quelque chose de conservatif, si l'extensité associée aux deux facteurs de tension, qui sont la température la plus élevée, la température la plus faible, dans ce cas-là, quand la grandeur extensive se conserve, et c'est en fait ce qu'on appelle l'entropie, qui est la grandeur qui se conserve, et bien dans ce cas-là, on peut regarder le système comme étant capable de fournir un travail lorsqu'il est associé à une source chaude et une source froide, soit par voie de cycle, comme notre petite boîte de conserve qu'on a vu qui remontait ou qui redescendait, soit par un ensemble de microcycles situés les uns derrière les autres qui font finalement une vision en termes de flux continu. Alors en fait, la conservation de l'énergie nous montrera ici que si je considère la quantité de chaleur issue de la source chaude et que je regarde la quantité de travail et que je l'associe à la quantité d'énergie rejetée, la chaleur rendue à la source froide, la somme des deux, donc le travail plus la chaleur rejetée par la source froide, est égale à ce qui était fourni, et on est bien finalement avec le respect de la conservation énergétique qui est aussi une expression du premier principe de thermodynamique. Dans cette affaire, on a considéré qu'on était en pleine réversibilité, à savoir que la grandeur extensive associée au domaine thermique, qu'on appelle cette grandeur extensive entropie, elle se conserve. J'en ai autant qui est fourni par la source chaude que qui est ensuite renvoyé à la source froide. Il s'agit ici finalement d'une définition de la réversibilité dans le domaine thermique. Dans ce cas-là, le rendement tel que je l'ai regardé dans les cas précédents va être égal à la quantité de travail exploitable rapportée à la quantité d'énergie prélevée au potentiel général le plus élevé, au facteur de tension le plus élevé, si bien qu'ici j'aurai le produit température de source chaude multipliée par la variation d'entropie associée, moins la température de la source froide et ici la variation d'entropie associée, et ceci rapporté à ce que l'on retrouvera comme quantité d'énergie exploitée, reçue à partir de la source chaude et qui irait, elle, être référencée par un zéro absolu dont on va parler ensuite. Mais on a exactement la même définition que ce que nous avions précédemment. Et on est obligatoirement amené à se demander quel en est le sens, de la même manière qu'on l'a fait précédemment. Dans ce cas-là, je reprends mes définitions et je me vois finalement avec, quand j'ai regardé ce qui se passait pour les niveaux énergétiques thermiques en température T1, le niveau en température T2, quelque part, il existe un niveau de référence qui est au zéro, et dans ce cas-là, ce sera le 0 Kelvin ou 0 Rankine pour nos amis anglo-saxons, le Kelvin étant le grand frère du degré Celsius, quand le Rankine est le grand frère du Fahrenheit. Donc, pour l'instant, oublions les Rankine, mais finalement, on se retrouve avec une écriture tout à fait à l'identique de celle qu'on avait vue pour l'électricité et pour la mécanique, de telle sorte que ce qui importe ici, parce qu'on est en vision réversible, c'est la conservation de la grandeur extensive qui est l'entropie ici, qui nous permet d'avoir une écriture complètement identique à celle que l'on a vue précédemment pour les énergies nobles, électriques et mécaniques. Dans ce cas-là, le rendement tel qu'on l'a appelé précédemment, on l'appelle rendement de Carnot. Ce rendement de Carnot, finalement, définit ce qu'il peut y avoir de plus intéressant dans une conversion, mais on le retrouve à l'identique en mécanique et en électricité, sauf qu'on n'est pas habitué à le regarder comme ça quand on fait une physique habituelle. Mais pour autant, c'est la quantité d'énergie convertie par le système rapportée à l'énergie prélevée au niveau le plus élevé, comme on le voit ici, et ici on est dans le domaine de la thermique. Là encore, comme pour les deux autres considérations, si les deux facteurs de tension se rapprochent l'un de l'autre, alors le rendement tend vers zéro. Si on a la chance, par contre, de pouvoir disposer d'une source froide qui s'approcherait du 0 Kelvin, alors là, on est heureux parce que le rendement
de Carnot tend vers l'unité, sinon il est toujours inférieur à l'unité. Mais pour autant, même quand il est inférieur à l'unité, c'est le rendement qui est associé au phénomène réversible et on ne peut pas faire mieux que cette affaire-là. Alors, tout ceci ne ressort quand même pas de l'évidence et ça peut appeler diverses remarques. Donc, je reprends les écritures telles qu'on les a faites. Donc, en les ayant euh, reportées telles que je les ai reportées précédemment, les quantités énergétiques en tant que telles vont pouvoir s'exprimer comme le produit température et entropie, température-entropie. Le fait est que si on a une même valeur de l'entropie sortie de la source chaude et rejetée dans la source froide, dans ce cas-là, on peut simplifier. On a ds2 égale ds1. Dans ce cas-là, on a bien ça. Et on est dans le cas de la réversibilité. Si tel n'est pas le cas, alors on aura une chaleur Q2 ici, divisée par la chaleur Q1, et dans ce cas-là, cette grandeur-là ne sera pas la même que la grandeur ici, et on aura quelque chose d'imparfait. Quand on a regardé ces affaires-là, cette façon d'analyser les choses, eh bien, quand on a cette définition du rendement de Carnot, eh bien, quelque part, on se rend compte que pour le travail, pour l'utiliser, on a considéré que on s'intéressait à ce qui était sorti comme travail par rapport au process. Et sans rien dire, de façon sournoise, finalement, on a considéré non pas le système qui permettait de faire le travail, mais on a le système et les deux sources en tant que métasystème, polysystème, et de ce polysystème, on s'est intéressé au travail et on a compté, nous, ce qui nous intéressait, on l'a compté comme positif. Ce faisant, on prend la convention des machines à vapeur qui est opposée à la convention habituelle thermodynamique. Mais c'est comme ça que tout le monde fait, mais personne ne le dit. Quand on définit le rendement de Carnot, quelque part, eh bien, on regarde ce qui sort de l'ensemble du métasystème avec donc le moteur défini éventuellement comme une molle de gaz parfait quand on fait le moteur de Carnot, si vous voulez, et ensuite les sources thermiques permettant de mettre ce moteur alternativement au contact d'une source chaude, froide. Après, on a des cycles en 2 branches, 4 branches, 3 branches, en une branche, tout ce qu'on veut, mais j'ai fait exprès ici de vous enlever tout ce qui était la vision thermodynamique habituelle avec les diagrammes de Clapeyron, où on a la pression fonction du volume, et en fait, pression fonction du volume, en oubliant complètement ce qu'est le temps, puisque le temps est considéré comme une variable paramétrique par les thermodynamiciens, alors que quelque part, il est important à un moment donné de revenir à cette grandeur temporelle pour voir un peu ce que l'on peut exploiter. En effet, si maintenant je regarde mes écritures telles que définies depuis le début, quand je regarde un travail rapporté à une quantité d'énergie prélevée quelque part, je peux maintenant considérer le travail par unité de temps et la quantité d'énergie par unité de temps. Le temps étant défini à l'identique, le rendement de Carnot sera défini à l'identique. C'est là encore qu'on voit que le temps est une grandeur paramétrique vis-à-vis d'une thermodynamique classique. Il n'y a rien à dire contre ça. Mais pour une exploitation, il est important de savoir tous les combien de temps j'aurai droit à opérer d'un cycle. Parce que si c'est tous les cinglinglas, j'aurai pas grand-chose d'exploitable. Si j'en fais un par seconde, je verrai. Si j'en ai un tous les millièmes de seconde, je serai heureux. J'aurai une très grande puissance. À chaque fois que je change l'échelle des temps, je change l'échelle des puissances. Par contre, je ne change pas le degré d'irréversibilité. C'est ça qu'il faut voir hein, par rapport à cette histoire-là. Alors, en conclusion, par rapport à cette vision de 3 types de moteurs, on peut dire que tout système convertisseur, dans tous les cas de figure, il faut qu'il y ait, dans le domaine énergie où il agit, il y a 2 niveaux, il y a 2 réservoirs. Il y avait un biais haut, un biais bas pour le barrage, un potentiel électrique haut V2, un potentiel V1, pardon, un potentiel électrique V2 bas pour le système électrique. Et pour la chaleur, c'est pareil, on a une source chaude et une source froide. Elle ne se distingue pas, le domaine thermique ne se distingue pas des autres domaines à ce niveau-là. Pour faire fonctionner une machine, il faut qu'il y ait absolument 2 sources. Donc, une fois qu'on a compris, enfin qu'on a intégré, si vous voulez, ce genre de choses-là, on peut aller encore un petit peu plus loin et se dire que maintenant, je regarde deux domaines habituellement associés aux énergies nobles. C'est-à-dire que je reprends mon barrage hydroélectrique avec finalement le débit massique qui peut circuler et qui se conserve, hein, il n'y a pas d'eau qui se perd dans le tuyau, et de l'autre côté, le système de turbine associé à la transformation d'énergie mécanique en énergie électrique, cette turbine, je peux la voir fonctionner en continu. Donc dans ce cas-là, je regarde
non plus des petites quantités de masse dm, mais des quantités de masse par unité de temps, donc le débit massique. De l'autre côté, je regarde ce qui se passe en termes de quantité énergétique issue du niveau le plus élevé, et je m'aperçois, conformément au premier principe, que je dois garder le produit en tant que débit associé au potentiel newtonien, c'est une quantité énergétique qui se sépare en deux parties avec une puissance utilisable en électricité et une puissance rejetée sur le niveau 2. De l'autre côté, cette puissance énergétique, cette puissance transformée de la mécanique vers l'électricité va permettre de chercher des charges dans le potentiel le plus bas pour les remonter à travers un courant électrique vers le potentiel le plus élevé. On peut imaginer qu'il s'agit finalement un moulin, une petite centrale hydroélectrique qui aurait fait tourner un générateur et on est en train de charger une batterie, éventuellement une batterie dont la capacité de batterie serait très très élevée, comme on a vu en électrocinétique. Dans ce cas-là, on a quelque chose que l'on peut faire tendre vers quelque chose de complètement réversible. La réalité n'est pas vraie, c'est jamais complètement réversible, mais cette histoire-là permet de comprendre que pour les énergies nobles, on a l'un des systèmes qui fonctionne en récepteur, puisqu'il reçoit de l'énergie et on remonte l'extensité vers le niveau le plus élevé, alors que l'autre était en moteur parce que les extensités sont prélevées au niveau haut, elles sont descendues au niveau bas, et ce faisant, eh bien, on a une certaine quantité d'énergie. Mais le système pourrait fonctionner complètement à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait, on viendrait descendre de la puissance électrique, transformer une puissance en puissance mécanique, et en d'autres termes, on remonterait l'eau du barrage du niveau le plus bas vers le niveau le plus élevé. Tant qu'on est dans une vision réversible, eh bien, rien ne nous empêche de fonctionner soit en moteur, soit en récepteur. Alors, ça peut paraître en même temps simple et très compliqué parce que c'est en même temps simple et en même temps compliqué dès lors qu'on veut réfléchir aux conséquences de ces affaires-là. Si maintenant, alors, si je reviens en arrière, j'étais d'un domaine d'énergie noble dans un domaine d'énergie noble et tout pouvait fonctionner de gauche à droite, de droite à gauche. Je vais me mettre dans le domaine thermique qui n'est pas d'énergie noble, mais en phénomène réversible. Donc maintenant, j'ai quelque chose où je pars de quantité d'énergie thermique et je transforme ça ici en une énergie de type électrique. Alors en fait, donc je vais séparer la quantité de flux énergétique, c'est-à-dire la quantité de ici au départ, c'est une chaleur, on aurait appelé ça Q1 si on était resté dans une vision cyclique. Maintenant, j'ai des quantités par unité de temps, donc c'est des chaleurs par unité de temps. Donc ce sont des flux, j'ai un flux de chaleur en watts qui se transforme grâce à une machine idéale, un moteur idéal, et pour se transformer ensuite en grandeur électrique. Et j'ai séparation de mon flux initial dans un flux qui arrive à la source froide, qui est inférieur à celui qui a été prélevé à la source chaude. Et la différence, c'est la puissance maximale obtensible pour aller faire fonctionner un système électrique. En réalité, ça n'existe pas comme ça. Une machine réversible n'existe pas du domaine thermique vers le domaine électrique. En réalité, le rendement qui serait idéal de 100%, ça serait donc le rendement de Carnot, c'est une fraction du rendement de Carnot et on est à 17% dans les meilleures machines statiques entre la thermique et le domaine électrique. Alors, toutes les définitions présentées précédemment restent complètement applicables. Alors maintenant, le fait est qu'on doit se poser la question de savoir est-ce qu'on est si on a une réversibilité, dans ce cas-là, l'entropie va se conserver, ce que j'ai appelé à chaque fois petit dx, qui est la quantité extensive, eh bien c'est une quantité qui se conserve. Dans ce cas-là, on a réversibilité. Par contre, pour le domaine électrique, la charge toujours, elle se conserve. Donc, on veillera toujours à essayer de faire que l'entropie se conserve pour maintenir une condition dite de réversibilité. Alors, quand on regarde les choses de cet œil-là, eh bien, je peux regarder, je rappelle ce que j'avais déjà dit précédemment, c'est que pour n'importe quelle machine, qu'elle soit mécanique, qu'elle soit électrique ou thermique, on a besoin de deux niveaux de la grandeur intensive de niveau, donc de la force généralisée ou facteur de tension, pour pouvoir faire fonctionner quelque chose, pour pouvoir extraire une certaine quantité de travail. Et ça, quel que soit le domaine énergétique. Et il en est aussi de même quand le degré de réversibilité
n'est pas idéal. Malgré tout, il faut toujours deux niveaux du facteur de tension. Hein. Globalement, on appelle ça des intensités. C'est pour ça que l'électricité, le terme intensité est mal choisi parce que c'est en fait une grandeur extensive, la charge électrique. Hein. La langue française, là-dessus, nous aura bien trahi. Donc, quand on parle de moteur monotherme impossible, il en est de même de moteur monopotentiel. C'est une classe impossible quel que soit le domaine dans lequel on travaille. Donc, ce n'est pas ce qui singularise la chaleur, l'histoire moteur monotherme. Les moteurs monopotentiels n'existent pas. Voilà ce qu'on doit retenir comme morale de cette histoire. Donc, maintenant, quand on veut transformer de l'énergie d'un domaine vers un autre domaine, donc si je pars du domaine A pour aller dans un domaine que je vais appeler B, dans ce cas-là, je reprendrai mes définitions, et mes définitions pourront fonctionner aussi bien quand on est par petits paquets, donc en termes de cycle, avec à chaque fois une valeur de variation d'énergie prélevée au niveau 1 sur la variation d'énergie rejetée au niveau 2. Quand j'ai une transformation, je prends le travail et ici, ça devient 1 moins x2 sur x1, ce que j'aurais peut-être dû noter directement. Maintenant, quand on regarde des courants, donc les quantités extensives, si elles sont identiques au niveau 1 et au niveau 2, elles se conservent. Dans ce cas-là, je peux les regarder par unité de temps, elles se conservent toujours. Donc, le courant d'extensité au niveau 1 est égal au courant d'extensité au niveau 2. C'est une vision donc en flux continu. Et dans ce cas-là, cette vision en flux continu, je peux très bien la reprendre comme le terme de gauche, si je regarde des variations par unité de temps, eh bien, je retrouve toujours cette écriture-là où ici, on a des puissances en watts qui sont rapportées à des facteurs de tension le plus élevé divisé par le facteur de tension le plus bas. Alors, dans maintenant l'examen de ce qui se passe vis-à-vis de la chaleur, le flux étant la quantité de chaleur par unité de temps, eh bien, cette vision-là me permet d'écrire que la quantité Q1 par unité de temps, c'est le flux de chaleur prélevé de la source la plus élevée rapporté au flux de chaleur au niveau plus bas, eh bien, ça sera égal ici au rapport entre la température au niveau 1 sur la température au niveau 2. Ce que je peux encore regarder comme étant sur le jeu des écritures, hein, le rapport entre flux le plus chaud divisé par la température le plus chaude, c'est ce qu'on va appeler le courant d'entropie au niveau haut, qui est égal, parce qu'on a réversibilité, au courant d'entropie rapporté au niveau bas. Il y a conservation de ce courant d'entropie. Là encore, je vous balance ça très rapidement et bien sûr, je rappelle que en aucun cas cela ne relève de l'évidence. Comme je vous ai dit tout au début, prenez ça comme une promenade. Hein, je ne vais jamais vous emmerder avec ça. Hein, je vous le devais cette affaire-là pour montrer qu'on va beaucoup plus loin que les simples conservations d'énergie qui sont pas si simple que ça. Il a fallu des centaines d'années aux humains pour se rendre compte de cette histoire d'énergie qui globalement se conserve. Donc, ce n'est pas pour rien. Si on met des centaines d'années pour comprendre quelque chose, c'est que ce n'est pas forcément accessible à tous les esprits. Voilà. Donc, ayant vu cette vision-là, maintenant, je reviens sur les histoires entre flux continus ou des visions par cycle. Et ce que les thermodynamiciens présentent d'habitude, c'est un système qui, le plus souvent dans les ouvrages, est représenté par une molle de gaz. Une molle de gaz est parfaite en qu'à faire. Alors dans ce cas-là, on représente ça sous la forme d'un diagramme pression fonction de volume, diagramme dit de Clapeyron, et on s'amuse à avoir des cycles où on referme, après une transformation, on vient revenir à l'état initial. Pour éviter de faire appel à cette représentation trop souvent utilisée, je préfère dire que le système il est ce qu'il est, c'est pas forcément une molle de gaz, et simplement c'est quelque chose qui peut fonctionner en deux temps, dans lequel au premier temps on a un certain travail échangé avec l'extérieur, une certaine chaleur échangée avec l'extérieur. Dans le deuxième temps, on a une certaine quantité de chaleur échangée avec l'extérieur et une autre quantité de travail extérieur et de chaleur, et le système revient à nouveau identique à lui-même, comme la boîte de conserve présentée tout à l'heure, qui après être vidée était remontée sur le biais supérieur pour recommencer. Donc on a une représentation, on peut dire symbolique, de transformation cyclique ici en deux temps, mais on ne s'est pas arrêté à des systèmes gazeux. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'au terme d'un cycle, comme le système en tant que tel, la boîte de conserve par exemple, elle reprend son état initial, ça veut dire que ses fonctions propres d'état, énergie interne, entropie notamment,
puisque l'entropie est une fonction d'état associée au système, eh bien, il n'y a pas eu de variation une fois que le système est redevenu dans son état identique à lui-même. Il n'y a pas eu de variation de ses fonctions d'état, ni de son énergie interne, ni de son, bon, laissons les autres, mais ni de son entropie, en tout cas. Et c'est ça qui va caractériser finalement une vision par cycle ou une vision, enfin, on aura la même chose pour une vision par flux. En d'autres termes, dans une vision par cycle, on a des chaleurs Q1 prélevées dans un début de cycle, Q2 rejetées quand on a fait le bilan. La différence entre les deux, c'est le travail qu'on aura recueilli au terme d'un cycle, et on peut travailler ça par unité de temps. Dans ce cas-là, j'ai un flux de chaleur extrait, donc une quantité de chaleur par unité de temps. Ici, une quantité de chaleur par unité de temps rejetée sur la source froide. Et donc, au lieu d'avoir un travail, maintenant, c'est un travail par unité de temps. Donc, c'est une puissance qui est extraite du système convertisseur. Et c'est beaucoup plus proche des soucis que l'on peut avoir quand on veut extraire finalement une certaine quantité d'énergie entre deux sources. Ce qu'on veut voir, c'est la puissance qu'on peut en avoir. Le travail, bah, si on met une infinité de temps, on n'aura pas fait grand-chose sur un plan pratique. Donc les flux continus sont des représentations nettement plus intéressantes que celles des représentations discrètes. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on peut essayer d'imaginer? Eh bien, c'est un système que l'on va mettre à l'image de ce qu'on avait tout à l'heure. Donc nous voilà dans le domaine thermique. Nous voilà dans le domaine thermique et on fait marcher notre système réversible à l'envers. Il marche maintenant cette fois-ci en récepteur, c'est-à-dire qu'on va apporter une certaine puissance en énergie noble fournie par l'extérieur pour dire de coupler cette puissance à de la chaleur prélevée à la source froide pour, en les rejoignant l'une à l'autre, obtenir une puissance thermique permettant de chauffer la source chaude. Puisque notre système est réversible, dans ce process, le courant d'entropie prélevé à la source froide sera égal au courant d'entropie rejeté à la source chaude. Et en réalité, c'est bien ça qui se passe. Quand on va avoir un objet comme celui-là, on va l'appeler pompe à chaleur ou réfrigérateur. Ici, pompe à chaleur par rapport aux définitions qu'on va essayer de se donner. En fait, on veut extraire un flux de chaleur, mais ce qu'on extrait en réalité, c'est un courant d'entropie. On vient chercher de l'entropie pour la pomper de l'endroit le plus froid, pour le rejeter, ce courant d'entropie, vers l'endroit le plus chaud et bénéficier finalement d'une puissance thermique que j'ai appelée, dans la notation générale, phi1. Donc j'ai conservation, parce que je suis réversible, de mon courant d'entropie. Dans l'affaire, puisque le premier principe me dit que le travail et la chaleur doivent être, quand je regarde ici dans le système, la somme des deux doit être égale à l'énergie rejetée sous forme purement thermique. Dans ce cas-là, je reprends mes écritures telles que présentées précédemment. Le rendement de Carnot est égal à la quantité de travail par quantité d'énergie vue sur le niveau 1. Je peux voir ça par unité de temps, donc j'ai une certaine puissance. Ici, je travaille en cycle récepteur, donc c'est la puissance que j'ai fournie, utile, puissance utile. Cette quantité maintenant thermique, c'est la puissance que j'arrive à réjecter en haut. Dans ce cas-là, les définitions présentées précédemment restent exactes, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la grandeur type phi1 qui est identifiable à la puissance thermique que je vais pouvoir fournir dans mon système. Dans ce cas-là, cette écriture-là, quand je viens extraire phi1 qui est la puissance thermique que je peux rejeter vers le haut, je dirais que c'est égal à la puissance utile divisée par état, compte tenu de cette écriture-là. Et au lieu de parler de 1 sur état, eh bien, les physiciens ont appelé ça, ce facteur 1 sur état, ils l'ont appelé coefficient de performance heat, H comme heat en chaleur, si bien que la puissance que de laquelle je peux disposer pour venir chauffer la source chaude est égale au produit du coefficient de performance par la puissance d'énergie noble que je viens dépenser. Autant dire que j'ai intérêt à augmenter mon coefficient de performance, HIT, le COPH, j'ai intérêt il faut que je trouve une solution de développement technologique pour avoir un système dont le coefficient de performance est le plus élevé. Alors, pour pouvoir travailler de cette manière-là, on va se donner un exemple. On va se donner un exemple, à savoir que, en fait, on va essayer de majorer cette puissance thermique à travers une situation expérimentale, une situation réelle. Situation réelle, alors si je reprends l'écriture que je venais de noter, la voilà ici, donc la puissance thermique extractible, quand j'ai un système thermodynamique réversible,
ce sera le produit de la puissance que je vais vraiment devoir fournir avec le prix à la facture, hein, c'est vraiment sur la facture, c'est l'énergie noble que je paye avec le compteur électrique, mais je vais pouvoir rejeter une puissance thermique qui sera probablement supérieure à ce que je vais payer. Donc j'imagine un problème dans lequel j'ai un appartement qui devrait être chauffé. Donc ça peut très bien être mon appartement, et dehors j'imagine qu'il fait 0 degré C, à l'intérieur je veux maintenir toujours 21 degrés C parce que j'ai envie de confort, c'est pas comme l'école, le futur de l'école du confort, l'ENSIM. Et je m'aperçois que pour pouvoir, de manière habituelle, avec un effet Joule, d'habitude, enfin, en tout cas, il faut que j'arrive à fournir 5000 watts pour maintenir mon confort à 21 degrés compte tenu des déperditions thermiques à travers les parois, les murs, les huisseries, les fenêtres, les craques, tout ce qu'on peut imaginer. Hein, il y a toujours des fuites thermiques. Donc, pour maintenir le 21 degrés à l'intérieur, je dois toujours fournir 5000 watts thermiques, donc 5 kilowatts, et ça, c'est ce dont je m'aperçois si je fais des mesures. Maintenant, j'imagine que l'énergie m'est facturée à la prise de courant, et là, c'est vraiment pas cher, hein, c'est 8 centimes d'euros pour le kilowattheure, donc on a vraiment, là, c'est qu'on a un joli contrat, ok, pourquoi pas, et je dois chauffer 100 jours dans l'année. Alors maintenant, j'ai deux façons d'imaginer mon chauffage. La première façon, j'imaginerais que j'ai un convecteur électrique, c'est-à-dire de l'effet Joule pur. Quand je branche ça dans la prise de courant, eh bien, je fais chauffer un filament et puis éventuellement une petite ventilation dont je néglige la consommation, mais c'est ce qu'on appelle un convecteur électrique. Dans ce cas-là, pour l'hiver, qu'est-ce que je vais devoir consommer? Je regarde en Joule la puissance, le travail global sur le produit de la puissance par le temps pendant lequel j'utilise cette puissance. Je dois exploiter, quand j'ai besoin de chauffer, j'ai besoin de 5000 watts. Je chauffe 100 jours, et un jour, c'est 24 heures fois 3600 secondes. Quand je fais le calcul, j'imaginerais que j'ai 4,32 10 puissance 10 joules pour mon chauffage d'hiver. Si maintenant je me dis qu'un kilowattheure, c'est 3,6 10 puissance 6 joules, eh bien, la quantité de travail pour l'hiver va devenir exprimée en kilowattheure, celle que j'avais en joules divisée par 3,6 10 puissance 6, et ça me donne 1,2 10 puissance 4 kilowattheure. Si j'ai vraiment travaillé mon convecteur électrique, dans ce cas-là, à la prise de courant, je vais avoir une facturation associée à 8 centimes d'euros que multiplie 1,2 10 puissance 4 kWh. Ça va me coûter pour l'hiver à peu près 1000 euros. Eh bien, je vais pleurer, ok, mais je paierai mes 1000 euros. Imaginons maintenant que je dispose d'une pompe à chaleur complètement idéale. Donc, alors, ça n'existe pas hein, sur le plan technologique, on ne sait pas faire une pompe à chaleur idéale. Mais ce qui importe de se rendre compte, c'est que si on l'avait, voilà ce qu'on aurait. C'est que la température T1 21 degrés C et T2 0 degré C, remis en Kelvin, ça fait 294 Kelvin, et pour la température froide 273. On calcule le rendement de Carnot en appliquant notre relation, 71, des broutilles, 10-3. Le coefficient de performance, c'est l'inverse, et il est de 14. Ce qui veut dire que vis-à-vis de la puissance noble dont j'ai besoin pour pouvoir fournir mes 5000 watts thermiques, en réalité, je n'ai pas besoin de 5000 watts fournis par la prise. La prise pourra me fournir 357 watts et la machine réversible me permettra de combler, d'obtenir une puissance thermique de 5000 watts en termes de chaleur. Donc on s'aperçoit que pour la facture, elle est divisée du facteur 14 elle aussi. Et au lieu de payer près de 1000 euros, là je vais payer à peu près 70 euros. Autant dire que je serais beaucoup plus content plutôt que de payer mes 1000 euros. Bon, en fait, dans cette histoire, tout se passe comme si, quand on travaille avec un convecteur électrique par l'effet Joule, quand on exploite l'effet Joule, tout se passe comme si on fabriquait toute l'entropie dont on a besoin, c'est-à-dire qu'on allait la pomper à 0 Kelvin, alors qu'en réalité, elle est dehors, elle n'est pas à 0 Kelvin, elle est à 273 Kelvin. Donc, vaut mieux pomper sur une marche de 273 à 294 que sur une marche entre 0 et 294. C'est-à-dire qu'il faut générer toute l'entropie dont on a besoin quand on travaille avec un effet Joule pur. Et on paye très cher. Donc on comprend beaucoup mieux. Bon, maintenant, je vous balance ça très rapidement, trop rapidement, mais à ne retenir finalement que le fond de la chose, hein, c'est une philosophie qu'il faut retenir, c'est que si on est capable de construire des pompes à chaleur dont les coefficients de performance se rapprochent du coefficient idéal, parce qu'on ne peut pas dépasser 14, eh bien, quelque part, on est capable d'avoir des systèmes qui coûtent beaucoup moins cher et surtout beaucoup moins polluants, parce que toute la chaleur qu'on a balancée là-dedans, elle est balancée dehors globalement. C'est vraiment un gâchis considérable, sans compter que
il a fallu payer la facture. Donc c'est quelque chose qui est irrecevable à l'heure actuelle de favoriser la vente de convecteurs électriques qui ne fonctionnent que par effet Joule. Et malheureusement, c'est bien comme ça qu'on nous présente l'affaire. Donc, à retenir, c'est que on ne peut pas accepter, si on veut maintenir nos 21 degrés à l'intérieur d'un bel appartement, c'est complètement débile d'aller chauffer dehors lorsqu'on travaille avec des convecteurs à effet Joule. Donc, si on est en situation de décision, et l'ingénieur, j'espère, mais c'est pas vrai, il est comme moi, il est comme le chercheur, on nous demande de faire un boulot, on nous dit ferme ta gueule, mais bon, néanmoins, quand l'ingénieur a le choix, eh bien, peut-être qu'il y a des solutions permettant d'aller, si on doit chauffer quelque chose, eh bien d'aller chercher l'entropie à l'extérieur plutôt que de la prendre à 0 degré Kelvin quand on travaille avec l'effet Joule. Voilà la morale de cette petite histoire vis-à-vis de la pompe à chaleur. Alors maintenant, on peut commencer à regarder ce qui se passe quand les conversions ne sont pas idéales. Alors dans ce cas-là, quand les conversions ne sont pas idéales, on va essayer de regarder. Au départ, on avait notre rendement au sens du rendement de Carnot. Ce rendement de Carnot, c'est quelque chose qui ne peut pas être dépassé parce que si on le dépassait, ça voudrait dire qu'on saurait générer de l'énergie, ce que les deux premiers visuels avec le barrage hydroélectrique ou avec le système électrique, en fait, on est obligé de conserver l'énergie et on ne peut pas avoir autre chose que on ne peut pas avoir un rendement supérieur à celui défini par le rendement de Carnot. Alors, quand on est dans une situation réelle qui est moins bonne que la situation réversible, on va parler d'un rendement qui va être finalement un rendement réel. Et ce rendement réel sera inférieur au rendement de Carnot. Voilà ce qui va se passer. Alors, les physiciens ont défini ce qu'on va appeler un rendement énergétique, qui est le rapport entre le rendement réel et le rendement de Carnot. Quand on regarde ce qu'il en est du rendement finalement au sens de Carnot, on a vu que c'était le travail converti divisé par la quantité d'énergie prélevée au niveau le plus élevé. Quand on la transcrit avec les écritures conjuguées vis-à-vis de l'énergie, on se retrouve avec une grandeur de ce type-là. Et là, de deux choses l'une. Soit la grandeur extensive prélevée au niveau, la grandeur extensive rendue au niveau le plus bas rapporté à la grandeur extensive prélevée au niveau le plus élevé. S'il y a conservation de la grandeur extensive, c'est gagné. On est à x2, 1 moins x2 sur x1, on est dans les termes habituels du rendement de Carnot. Mais s'il n'y a pas conservation finalement de l'extensité, dans ce cas-là, on est obligé, pour le rendement tel qu'on a défini dans le rendement exergique, on regardera quel est le rendement réel. Dans ce cas-là, ce sera 1 moins chaleur rendue au niveau le plus froid divisé par chaleur prélevée au niveau le plus élevé, et on le rapportera au rendement de Carnot qui lui est 1 moins T2 sur T1. Donc voilà quelle sera la définition de notre rendement exergique, mais qui sera toujours finalement plus petit que 1, puisqu'on ne veut pas, dans le meilleur des cas, rendement réel égale rendement de Carnot, donc le rendement exergique égale 1 quand on est en condition de réversibilité. Voilà ce qu'il faut voir à travers ces écritures-là. Donc, si on va plus loin maintenant, eh bien, on peut essayer d'imaginer n'importe quelle conversion réelle qui n'est pas idéale comme ce qui serait, en termes de supposition d'une transformation idéale, qui serait ensuite suivie d'une dissipation complètement totale. Dans ce cas-là, voilà le diagramme au sens où j'ai présenté mes petits diagrammes depuis le début. Ça signifie que là, j'ai une machine au départ dont le moteur est idéal, mais à un moment donné, quick, j'insère quelque chose qui est un dissipateur total. C'est-à-dire que je reprends du travail que j'avais sorti de manière idéale et je le transforme complètement en chaleur et je balance cette chaleur dans la source froide. Donc j'ai une chaleur dissipée. On peut dire qu'elle est en échange monotherme parce que du frottement ou du joule, c'est quelque chose qui amène directement, quel que soit le domaine d'énergie, hop, ça se balance dans la source, là où on la met en contact. Donc, en fait, on s'aperçoit au sens du premier principe sur le diagramme de droite que, au départ, je vais prélever une certaine quantité d'énergie thermique à la source chaude, qui sera ensuite dispatchée dans un travail, mais le travail, au final, il y aura un travail utilisable. Donc, finalement, ce qui restera ici, une partie a été consommée dans la dissipation en violet, donc la voilà ici, et ensuite on a ce qui est rejeté en chaleur. Donc en fait, on a trois termes finalement à considérer, et ce qui est finalement remis
à la source froide la chaleur reconduite, c'est en même temps la chaleur qui aurait été reconduite de manière réversible, mais à cette chaleur réversible, on ajoute la chaleur totalement dissipée vis-à-vis de ce phénomène où on a voulu rendre compte de ce qui se passait lors du système réel. Si bien que on va se retrouver avec un rendement réel inférieur au rendement de Carnot, dans le sens où on a les écritures suivantes qui ne relèvent pas de l'évidence. Si je reprends le rendement tel que 1 moins quantité d'énergie rejetée sur quantité d'énergie prélevée en termes thermiques, ici je dis que c'est inférieur au rendement de Carnot, noté comme ceci, parce qu'en effet, quand je regarde cette inégalité mathématiquement, je peux dire Q2 sur Q1, je change de terme, etc. Et je retrouverai au sens mathématique Q2 sur T2 supérieur à Q1 sur T1. Ça, quand on prend l'inégalité de cette manière-là, on a ça. Mais on peut le comprendre facilement parce que quand on regarde bien ce qui est rejeté dans Q2, Q2 c'est Q2 réversible plus Q2 dissipé. Donc en fait, on se rend compte que le Q2 réversible plus Q2 dissipé, il est ici, alors qu'au départ, on avait Q2 réversible égale Q1 sur T1 quand on était dans une vision de réversibilité, on avait l'égalité. Alors qu'une fois qu'on a qu'on a dissipé quelque chose, alors ce terme-là, Q2 sur T2, devient supérieur du fait de ce rejet. Alors, là encore, ça ne relève pas de l'évidence du tout, je vous balance ça très très vite et vous pouvez commencer à entrevoir une certaine compréhension d'une affirmation que je vous avais fait quand on a travaillé l'électrocinétique. Je vous disais attention, les conventions générales de récepteurs, c'est un truc pour faire se casser la gueule les étudiants. C'est souvent bien ça, et c'est pour ça que je n'y ai pas accordé grande importance, parce que en électricité, en électronique, les composants, lorsqu'on les représente, notamment un transistor, il y a toujours une petite flèche qui vous dit attention, le courant il circule par là finalement, entre la base et l'émetteur. Et on a des représentations permettant de figurer le sens où s'écoulent les choses. C'est pour ça que dans mes diagrammes, j'ai choisi des flèches dirigées. Ces flèches dirigées sont l'équivalent des représentations des électroniciens pour ne pas se tordre la tête avec les conventions. C'est monstrueux. Comme je vous disais, la convention des thermodynamiciens, où on compte positif ce qui rentre dans le système et négatif ce qui en sort, elle est finalement à l'opposé de ce que l'on fait quand on fait la démarche de Carnot, où on définit le rendement de Carnot comme étant le travail ressorti du système. Donc on revient à l'ancienne convention, celle des machines à vapeur. Donc vous vous doutez bien que ce n'est pas clair non plus dans la tête des thermodynamiciens, comme ce ne l'est pas dans la tête des électroniciens quand on a ces conventions générateurs-récepteurs. Donc pour vous éviter ces misères, c'est pour ça que je mets des flèches. Mais en même temps, au début, il faut essayer de comprendre sans ces conventions, mais à un moment donné, on est quand même obligé de s'y confronter parce que on est obligé de se taper la tête dans le mur à un moment donné. Donc vous verrez dans la suite de ce que je vous raconte que c'est vrai que des fois c'est pas évident et on peut se tenir la tête très longtemps avant de reprendre les différentes expressions. C'est pour ça que je vous dis, ça peut paraître simple, ça l'est un petit peu, mais ça ne l'est pas tant que ça. Voilà. Donc maintenant, quand je reprends ce que je venais d'écrire précédemment ici, c'est là justement qu'on va être confronté à notre petite représentation et à des conventions, parce que maintenant le système lui-même, comme ça aurait été le cas d'une mole de gaz parfait dans un moteur de Carnot, par exemple, maintenant pour le système, quand je regarde ce qu'il en est en termes d'entropie, quand j'écris Q2 sur T2, eh bien, finalement, lorsque je regarde pour le système en tant que tel, la grandeur Q2 sur T2 va être quelque chose qui est perdu par le système. Donc en fait, Q2 sur T2 va définir l'opposé de ce qui était le changement de l'entropie pour le système. Et du coup, quand je prends cette inégalité-là, qui est issue de celle-ci, eh bien, en bricolant les inégalités, je repasse S2 de l'autre côté, je vois que la somme de l'entropie associée au niveau 1 et au niveau 2 constitue cette somme, ce qui aura été échangé entre le système et les extérieurs, sources froides et sources chaudes. Donc en fait, la somme S1 plus S2 représentée dans cette vision-là, c'est l'entropie échangée. Alors maintenant, quelque part, il est assez symbolique, enfin non, il est assez significatif de se dire que, tiens, il y a eu un échange non nul. Par contre, au terme d'un cycle, si on a vu un cycle, normalement, l'entropie, on sait que c'est une fonction d'état, et normalement, en tant que fonction d'état, sa variation ne doit pas être notable. On revient à l'état initial, donc la variation de l'entropie du système
ce système convertisseur, cette variation doit être nulle. Si bien qu'on se retrouve dans une situation où pour dire que la variation, si elle est nulle, et si on a une quantité d'entropie échangée qui apparaît non nulle, alors ça veut dire qu'on a quelque chose de ce goût-là, à savoir qu'on peut, une fois qu'un cycle est terminé, on peut dire que la variation de l'entropie au cours du cycle qui est nulle est égale à l'entropie échangée plus quelque chose qu'on va appeler entropie générée qui va venir compenser ce qui a été échangé. Dans ce cas-là, ce qui a été échangé, si on le voit inférieur, il faut obligatoirement que l'entropie générée, elle, soit positive pour faire qu'au terme d'un cycle, la non-variation, l'invariance de l'entropie du système soit notifiée par une quantité d'entropie échangée qui est négative associée à une quantité d'entropie générée qui, elle, est positive. Donc, quand on analyse les systèmes de cette façon cyclique, l'entropie générée est toujours positive et finalement, le système aura cédé sur la source froide avec Q2 plus d'entropie qu'il n'en aura reçu avec l'extérieur. On le comprend parce que Q indice D ici divisé par T2, c'est ce qui est représentatif de l'entropie cédée en plus. Alors, là encore, quand on reprend l'analyse au sens où je l'ai fait précédemment, eh bien, la chaleur dite Q dissipée par le système dissipateur, quand on la représente, elle aussi, elle sort du système et elle va présenter un signe négatif pour le système. Si bien que quand je reprends mon écriture de variation nulle avec une quantité d'entropie échangée et une quantité d'entropie générée, je retrouverai mon entropie générée associée à ce qui est lié à l'action du dissipateur, donc où on a le rapport entre la chaleur en tant que telle dissipée rapportée à la source froide monotherme où elle est rejetée. Donc la voilà, cette entropie générée. Et le restant ici, c'est la quantité d'entropie échangée. Certes, si on voit ça comme un jeu d'écriture mathématique, on voit tout de suite Q2 sur T2, le QD sur T2, il s'élimine ici, on retrouve bien, ok, on retrouve quelque chose qui pourrait paraître relevé de l'évidence en termes de zéro. Mais ce n'est pas si évident que ça, compte tenu des points du raisonnement avec lesquels on est arrivé jusqu'ici. Alors en fait, on a pour le système, certes, la chaleur est nulle, mais quand on regarde ce qui a été perdu en termes de... Puisque finalement, on avait sorti un travail et qu'on l'avait redilapidé, donc on appelle ça une énergie lost perdue, énergie perdue, ça correspond à ce qu'on retransforme intégralement en chaleur. On s'aperçoit ici que, en termes de valeur absolue, l'entropie générée, c'est le rapport entre cette chaleur sur la source monotherme où elle est fournie. Cette entropie, vue en tant que générée est positive. Ici, on prendra donc la valeur absolue du rapport et on s'apercevra que l'énergie perdue est le produit de la température monotherme où on vient rejeter l'entropie par l'entropie générée à travers le process. Et ça, on appelle ça une perte exergique. Et implicitement, ici, on vient d'écrire, on est allé plus loin que le second principe de thermodynamique. Là, c'est l'écriture du théorème de Guistodola, sur lequel je vais rapidement donner quelques petits mots. Donc, en fait, quand on a des phénomènes réversibles, dans ce cas-là, QD est égal à 0 et on retrouve les écritures habituelles. Et dans ce cas-là, en tout cas, quand on a vu cette écriture pour un système cyclique, on avait parcouru un cycle et on avait une variation égale à 0. Mais quand on a des choses qui ne sont pas cycliques, on a des transformations générales, transformations généralisées. Et dans ce cas-là, on va parler du second principe de thermodynamique. Alors j'ai été très vite pour parler de tout ça et je reprends nos principes à partir du départ. C'est-à-dire qu'en rappelant quels seraient les principes de thermodynamique, on pourrait imaginer un principe zéro dans lequel, quelle que soit la technologie du convertisseur considéré, une énergie ne peut ni se générer comme ça sui generis, venant de rien, ni disparaître comme ça. Bon, en latin, ce sera le récipice. Donc, l'énergie se conserve. Le premier principe va statuer sur cette conservation à travers deux domaines qui seront des domaines d'énergie noble quand on aura des énergies type travail et des énergies thermiques qu'on vient dissocier parce que dans ce domaine d'énergie thermique, eh bien, l'extensité ne se conserve pas toujours, l'entropie ne se conserve pas toujours. Le premier principe pourra dire qu'entre deux états qui sont notés respectivement X et Y, l'énergie interne d'un système, quel qu'il soit, on n'est pas limité au système gazeux, vous voyez, eh bien, c'est la variation observée entre l'état X et l'état Y, qui sont macroscopiquement
on prend l'état tel qu'il est en Y énergétique et on lui enlève l'état tel qu'il était initialement dans l'état X, et ça correspond à regarder ce qui se passait vis-à-vis des chaleurs entre X et Y et des travaux entre X et Y, ce que l'on nomme habituellement finalement l'écriture, on retrouve l'écriture habituelle des thermodynamiciens. Quand l'écriture est, quand la transformation est vraiment par cycle, on dit transformation fermée parce que le système, après une trajectoire, revient sur sa position initiale, notamment quand on regarde avec les diagrammes de Clapeyron pour les thermodynamiques habituelles, pression, fonction de volume. Dans ce cas-là, au bout d'un cycle, la variation d'énergie interne est égale à zéro, de la même manière que la variation de l'entropie est égale à zéro. Dans ce cas-là, pour l'énergie interne, on parle du principe d'équivalence travail et chaleur, puisqu'on écrit 0 égale delta Q plus delta W. Donc on a en valeur absolue une équivalence de ces deux grandeurs. Alors maintenant, on peut énoncer le second principe de thermodynamique en se rendant bien compte que quand on calcule le rendement de Carnot, c'est ce qui est le cas de la réversibilité, c'est la référence indépassable. Là, je peux énoncer le deuxième principe de la manière suivante. Toute transformation peut être décrite à l'aide d'une fonction d'état qu'on appelle l'entropie, dont la variation doit toujours être calculée comme si c'était une transformation réversible, mais dont le décompte doit être fait en termes d'échange au cours d'une transformation réelle et ensuite en termes d'une quantité d'entropie générée par le système. Donc globalement, pour une variation d'entropie calculée de manière réversible, eh bien je regarde ce qui a réellement été échangé en termes d'entropie et je dois, pour que la variation soit telle que la fonction d'état le permet, eh bien souvent la quantité échangée ne sera pas suffisante et il faudra dans ce cas-là ajouter, pour que le bilan soit complet, une quantité d'énergie une quantité d'entropie qui aura donc été générée systématiquement positive pour que l'égalité soit respectée. Comment ça se traite en application? Eh bien, on imagine dans la transformation entre deux états notés A et B une trajectoire réversible pour calculer la variation de l'entropie. Donc en fait, il s'agit de cette intégration-là entre A et B. On imagine une chaleur réversible divisée par la température, puisque c'est la définition de l'entropie, de l'élément d'entropie. Donc ce calcul-là nous donne finalement quelque chose associé à la réversibilité. Il s'agit de la variation de l'entropie. Et en fait, cette variation d'entropie sera égale à une mesure maintenant. Cette fois-ci, on regarde sur le système quelles sont les chaleurs réellement échangées avec les extérieurs, et à chaque fois, on divise par la température. Et ce qu'on a entre crochets, ce sera l'entropie échangée par le système. À cela viendra s'additionner, pour chaque étape, s'il y a eu des étapes entre A et B, la somme de toutes les petites générations d'entropie qui, dites ajoutées les unes aux autres, donneront l'entropie générée. Donc en fait, le deuxième principe s'exprime de cette manière-là quand on en a besoin pour faire des calculs. Maintenant, pour l'entropie générée, on s'aperçoit finalement qu'il s'agit à chaque fois d'une quantité la quantité de travail utilisé qui était rapportée à la température. Donc là, c'est l'élément d'entropie générée. Et quand on se rapporte maintenant, quand je regarde la quantité de travail, c'est le produit de la température par la quantité d'entropie générée. On parle de perte exergique et je vais revenir bien sûr dessus. Alors, là, voilà maintenant ce que l'on a vu juste avant. Alors, je reviens avant. Cette écriture-là, où on regarde la quantité d'énergie qui a été perdue, c'est celle qui correspondait volontairement à la dissipation après avoir fait une transformation idéale, eh bien, je peux renoter cela de cette manière-là. Je dis que l'énergie perdue est égale au produit de la température à laquelle le système est mis au contact, en termes de contact monotherme, que multiplie la quantité d'entropie générée. Et cette quantité-là, c'est finalement une perte en termes d'énergie qui aurait dû être utilisable, mais là, soit on a choisi volontairement on avait un système réversible, on a choisi volontairement de dissiper ce qu'il y avait, et on a donc perdu cette énergie-là, on le comprend, et on parle de perte d'énergie inutilisable. Par contre, si c'est le système réel tel que, eh bien, on peut rendre compte de ce qui est malheureusement perdu à cause des frottements ou à cause de l'effet Joule directement en termes de cette quantité d'énergie perdue. Donc, maintenant, le rendement exergique, au sens où il s'agit, comme on l'a vu tout à l'heure, du rapport du rendement réel sur le rendement de Carnot, eh bien, le rendement réel, c'est la quantité de travail réel recueilli
sur la chaleur prélevée au niveau chaud, on vient la rapporter avec le cycle de Carnot où on a la quantité de travail qui aurait été idéalement transformée, rapportée à la chaleur prélevée au niveau le plus chaud. En faisant mathématiquement la simplification, on se retrouve pour le rendement exergique avec 1 moins, finalement, la quantité d'énergie perdue rapportée à la quantité d'énergie que l'on aurait pu récupérer si le système avait été travaillé de façon réversible. Bon, donc comme je vous l'avais dit, regardez toute cette affaire-là depuis le début comme une promenade dans un royaume un peu curieux, qui est le royaume du domaine thermique. Et le fait est que, mais là on va s'arrêter compte tenu de l'heure, je ne vais pas vous emmerder avec ça, hein, mais quelque part, on pourra toujours regarder la gestion d'une énergie noble avec la notion de dissipation et le cumul par voie de, de superposition avec des objets réversibles. Quelque part, quand on va plus loin que ce que je vous ai raconté là, eh bien, on va encore approfondir le second principe et on peut parler finalement d'une approche rationnelle, celle de Carnot, lorsque l'on est dans cette histoire-là. Très rapidement, je vous présente donc là, c'est vraiment pour dire, voilà, ça existe, hein. Je ne prends pas le temps je vous dis simplement ce qu'il y a comme plan dans le tableau pour en comprendre la substance. Hein, je ne m'arrête plus maintenant dans les explications, simplement pour dire c'était une sorte de promenade. Eh bien, quand on reprend les concepts tels que je les ai définis, on imagine donc, vous voyez ici, on avait sorti un travail idéal qui était avec une réversibilité, et ensuite on choisit de foutre le camp, de faire dissiper une partie de ce travail noble en chaleur. Donc on retrouve ce que je vous avais décrit, mais quelque part, si on décide de tout transformer, tout ce qui était recueilli ici, on transforme tout en chaleur. Dans ce cas-là, on parle de l'expérience de Joule Rumford, qui est la dissipation totale. Et alors, il s'agit, voilà par exemple, j'ai un vase de Dewar qui est complètement isolé thermiquement de l'extérieur, donc il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'échange de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur. Et là, soit j'amène de l'énergie électrique, une énergie noble, et par effet Joule, je fais chauffer l'eau, ou alors l'énergie noble, je la porte mécaniquement et en faisant tourner une hélice et par frottement, je viens chauffer mon système. Dans ce cas-là, eh bien, toute la quantité de chaleur qu'aura servi à monter la température de l'eau dans le vase Dewar, eh bien, cette quantité de chaleur, elle aura été complètement fournie par voie dissipative, mais le système, une fois que l'eau est chaude, il ne se souvient pas si ça a été fourni de manière réversible ou non réversible. Et c'est cette étude entre soit on le fournit de manière totalement irréversible, ou bien on imagine une façon réversible de chauffer, eh bien, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure vis-à-vis de l'approche analytique du principe, ça peut se calculer. Donc là, je ne vous fais pas le détail de la chose, mais dans un premier temps, on peut imaginer que tout est fourni par, et c'est le cas, par dissipation totale. Dans ce cas-là, eh bien, quelque part, c'est que de l'entropie générée, qui est représentative de la variation de l'entropie du système, alors que donc là, on fait un joli raisonnement et on regarde maintenant ce qu'il en aurait été d'une pompe à chaleur qui aurait été utilisée pour fournir la même quantité d'énergie suffisante pour monter la température de l'eau. Et dans ce cas-là, on se serait rendu compte que finalement, il n'y avait pas d'échange puisque c'était un système adiabatique et on se rend compte que dans ce cas-là, eh bien, quelque part, dans le système complètement, dans le système complètement réversible, il n'y a pas eu de quantité d'entropie générée et on aura simplement vu, enfin simplement, non, c'est pas si simple que ça, excusez-moi, le terme est très mal choisi, mais dans ce cas-là, on voit que la variation de l'entropie est associée à ce qui aura été ramené et au sens où ce qui était une quantité d'énergie disponible initialement. Bon, voilà. Vers quoi ça va, c'est qu'on peut imaginer de ce qu'il en est quand on laisse refroidir des objets, comme une tasse à café ou une baignoire. Eh bien, quelque part, on perd beaucoup d'énergie. Et ce qui est dans la suite du tableau, donc là, je vous en kikine plus, on fait les calculs sur ce qui est entropie générée. On regarde ensuite ce qu'il en est, donc à travers à l'exemple d'une baignoire, hein, où on vient faire refroidir l'eau chaude, elle est évacuée vers l'extérieur, on gâche tout ce qu'il en était. Quand on gâche toute cette chaleur, eh bien, on peut faire des calculs, et ces calculs montrent que c'est une gabegie énergétique par rapport aux différents résultats quantitatifs
hein. Donc voilà, c'est ce que raconte ce tableau que je vous ai présenté tout à fait brièvement. Après, on a les low-grade énergie quand on a des sources chaudes qui se rapprochent des sources froides. On peut faire des petits développements, mais bon, et ça c'est déjà, on a fait des objets pour essayer de récupérer les low-grade énergie quand il y a très peu de différence de température. Voilà de ce quoi traiter ce tableau que j'ai voulu présenter ici très rapidement comme une promenade pour voir un peu autour de quoi tournent ces histoires thermodynamiques. Alors faire des pompes à chaleur, c'est vrai, c'est très intéressant, mais voilà, la grande vérité, c'est que sur un plan technologique, ce n'est pas du tout évident parce que entre le rendement, le coefficient de performance idéal présenté de 14 et la réalité, ce serait une réalité coincée entre 2,5 et 5 ou 6. Les meilleures pompes à chaleur, on aura du mal à dépasser 4 ou 5. Il faudra que ce soit des échangeurs souvent liquides et pas des échangeurs à air. Donc on aura des facteurs de type technologique qui seront les vrais obstacles. Ça sera ça. Voilà. Bon, je vous remercie de votre attention. J'espère que je ne vous ai pas trop enquiquiné. Sachez que je ne vais pas vous emmerder avec ça au niveau de quand il y aura l'évaluation. Hein, simplement, c'est du vocabulaire. Si je parle d'entropie, bah, vous saurez que ça se conserve dans les cas réversibles ou ça ne se conserve pas. C'est ça dont il faut se souvenir. C'est ça qui est le plus important, sachant que si vous avez si vous avez retenu ça, vous reprenez l'étude telle qu'elle est présentée, et c'est ensuite que cette grandeur entropie vous commencera à vous devenir moins non familière, et c'est ensuite à travers ça qu'on peut avoir une réelle compréhension de ces phénomènes. C'est en même temps très simple et en même temps très compliqué parce qu'on se casse la tête, notamment avec les conventions, bien sûr, hein, les conventions de signes. Hein, c'est comme l'histoire des récepteurs et générateurs en électricité. Si on veut, c'est un casse-tête. Si on prend les choses par le bon bout avec des représentations pédagogiques, et dans ce cas-là, les choses vont beaucoup mieux, enfin beaucoup moins mal. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite bon courage, une très bonne soirée, et puis bah, à bientôt. Au revoir.